Europe 1, 2022. Pierre de Villeneuve. Les débats politiques d'Europe 1 2022 avec autour de la table Charles Sapin, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au Figaro, bonjour à Dorian Dreuil. Bonjour. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et François Calfon. Bonjour. Bonjour François Calfon, éditorialiste et membre du bureau national du PS. Alors François Calfon est arrivé tout colère dans ce studio. Surpris. Surpris par, il faut le dire, on va dire les choses comme elles sont, surpris par l'intervention de Pierre Jouvet tout à l'heure au micro de Sonia Mabrouk. Le problème, c'est que quand on fait un accord politique avec quelqu'un qui a sa cohérence, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, et que je respecte pour ça, mais qui est à la gauche de la gauche, et qu'on vient des rangs socialistes, et que soi-même, M. Jouvet avait l'affiche de M. Macron la dernière fois aux législatives, on traverse le champ politique sans se soucier une seule seconde de savoir si on est resté laïque plutôt que faire le choix du wokisme, si on est resté européen plutôt que de sortir du traité en pleine crise ukrainienne. Et les filles, c'est le wokisme direct ? C'est pas le wokisme direct, mais enfin, je vois que Mme Rousseau est très à l'aise avec M. Mélenchon. Je ne suis pas sûr que nous partagions la même vision de l'universalisme que Mme Rousseau. C'est quand même intéressant de savoir à qui vous êtes. C'est quand même intéressant de savoir qui vous mettez sur vos affiches. Un socialiste va mettre sur son affiche Mélenchon Premier ministre, parce que je vous rappelle, tout le monde dit c'est embrassons-nous Folleville, l'aude à la gauche. Je vous rappelle que l'une des conditions pas négociables pour la France insoumise, je les comprends, c'est Mélenchon Premier ministre. Est-ce que c'est notre programme? Pierre Jouvet l'a confirmé, ça lui convient tout à fait. Du moment qu'il est député, bien sûr que ça lui convient. Donc c'est de la bataille électorale pure et dure. Moi, je crois qu'il y a une forme d'opportunisme. Vous savez, moi, pendant cette campagne des élections présidentielles, je n'ai pas dit « Monsieur Mélenchon est le diable, il est l'ami de Poutine, etc. » Tous ces gens se sont répandus sur les plateaux, dire à quel point cet homme était infréquentable. Et puis, par la grâce des électeurs, il devient extrêmement fréquentable. Il y a un moment donné, vous savez, les gens ont beau souhaiter le rassemblement de la gauche et non pas son inféodation à un seul. Et je crois que les électeurs ont une forme, en tout cas, je les respecte, mais peut-être c'est une vieille manière de faire de la politique, puisqu'il a aussi opposé les anciens aux modernes. Eh bien, je crois que respecter les électeurs sur ses propres convictions, alors peut-être en a-t-il, moi j'en ai, elles ont une certaine forme de constance, eh bien c'est ce que les électeurs attendent. En tout cas, la supercherie, j'allais dire une certaine forme de manière d'avoir des convictions à géométrie très variable. Je ne pense pas que ce soit un bon fil en politique. Alors, bien sûr que chacun regarde son maître, finalement. Monsieur Macron, qui n'a à peu près aucune conviction et qui l'a théorisé sous la forme du « et en même temps », eh bien, je ne souhaite pas que tout le champ politique français soit atomisé sous cette conviction nouvelle de jeunes gens qui nous expliquent qu'on n'a rien compris parce qu'ils ont vu la politique et appris la coupe politique, non pas en lisant les auteurs, mais en regardant House of Cards, n'est-ce pas, ou le Baron Noir. Eh bien, je crois que la France mérite mieux que cette vision totalement jeu vidéo, si j'ose dire, de la politique. Bon, je vous avais prévenu, François Calfon, très remonté contre l'intervention de Pierre Jouvet, mais c'est ça la vie politique et c'est ça aussi la radio en direct. C'est House of Cards, c'est tout à fait ça. Non, mais pas du tout, je n'ai pas dit que c'était House of Cards et je comprends très bien en tout cas votre ire, puisque effectivement il a opposé les anciens aux nouveaux. Alors je ne sais pas si vous faites partie des anciens. Sans doute, puisque j'ai le même âge qu'Olivier Faure qui se définit lui-même comme faisant partie des modernes, n'est-ce pas? Vous voyez, ce jeu éternel qui se démode aussi vite que la jeunesse nous quitte. Je pense qu'il faisait référence aussi à Jean-Christophe Cambadélis qui était encore ici vendredi soir, qui disait que c'était pas une coalition mais une reddition. Vous savez, Olivier Faure, toute sa vie, il a été le collaborateur soit de Jean-Marc Ayrault, soit de François Hollande. Maintenant, il découvre que tous ces gens-là sont infréquentables. Je le laisse libre avec sa propre conscience. Ça tire à balles réelles. Alors, Charles Sapin. Non, mais ça tire à balles réelles. Non, mais c'est en entendant François Calfon, on entend de la passion, de la douleur. Ça fait mal. Quand on vient d'un parti qui était pendant des années un parti à vocation majoritaire et qui passe d'une force à vocation supplétive, c'est douloureux. On l'a vu ces dernières années, en fait, il y a eu à toutes les élections intermédiaires ce qu'on pouvait appeler évidemment des candidats qui se présentaient aux élections pour être élus, mais aussi une forme de bataille interne à gauche pour savoir qui aurait le leadership. Il y avait une force déclinante, le Parti socialiste, avec des tentatives de remplacement des forces autres à gauche qui avaient une vocation hégémonique.
économique, il y avait la France Insoumise, il y a eu Europe Écologie Les Verts qui est arrivé en premier dans le bloc des gauches lors des dernières européennes. Et là, le score du premier tour de la présidentielle est sans appel. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est la force cardinale à gauche. Alors, cette histoire de coalition, c'est vrai que quand on voit la rapidité avec laquelle le Parti socialiste abandonne le réformisme, c'est pas fait encore, hein, l'accord n'est pas signé. Apparemment, ça a François Calfon fait la moue. Non, je fais la moue parce que en fait, ça achoppe sur les circonscriptions. Exactement. Ils ont jeté le bébé et l'eau du bain d'un siècle de conviction en 48 heures. Donc, sur le programme, c'est fait. Donc, ils ont tourné le dos au réformisme, à l'universalisme républicain qui était leur ADN, tout comme Europe Écologie Les Verts, là pour le coup c'est fait, ont tourné extrêmement rapidement le dos au respect des règles européennes qui étaient pareilles. Puisqu'il y a Europe, dans Europe Écologie Les Verts, il y a Europe. Donc maintenant le nouveau nom du parti c'est ELV. Mais si vous voulez, c'est une nouvelle, on est en fait au tout début d'une recomposition politique qui touche aujourd'hui la gauche mais qui va toucher plus largement tout l'échiquier politique. La question c'est, est-ce que ça va renforcer ce pôle de gauche ou ça va l'affaiblir? Il y a une question, c'est-à-dire que vous avez des électeurs de gauche qui vont voir leur candidat socialiste ou vert faire en effet campagne avec des affiches de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que ça ne peut pas avoir comme effet de les pousser dans les bras d'Emmanuel Macron? Parce que c'est une bonne question. Mais finalement, il y a des électeurs de gauche qui vont se poser la question lors de ces législatives. Y a-t-il encore une social-démocratie hors de la République en marche? C'est la vraie question. Dorian Drey. Oui, vous parliez des auteurs, on peut relire Machiavel qui disait que finalement, est-ce qu'il y a la différence entre la politique, c'est peut-être pas le bien et le mal, c'est le pire et le moindre mal. Maintenant, libre à vous de juger ce qui est le moindre mal pour le Parti Socialiste aujourd'hui, mais la gauche a quand même une culture dans son histoire de coalition. Elle a une tradition de coalition sous la Ve République, on l'a connue entre 72 77 avec le programme commun de gouvernement qui a débouché sur une majorité très ouverte en 81. On l'a connu entre 97 et 2002 avec la gauche plurielle. Donc il peut encore y avoir cette culture de coalition, de très 4e République, de plusieurs partis qui forment une fédération, une union. Mais le barycentre a changé, en fait. C'est que le Parti Socialiste n'est plus leader de ces coalitions et que ça a été tranché de manière assez électorale lors de l'élection présidentielle. Et la vraie question, c'est celle que vous posez, c'est que reste-t-il de la social-démocratie? Où sont les sociodémocrates? Est-ce qu'il en reste beaucoup? On peut peut-être les compter ou on peut se compter. Et quel avenir pour la social-démocratie? Où est-ce qu'elle va s'incarner? Est-ce qu'elle va s'incarner dans une aile droite du bloc populaire de gauche ou est-ce qu'elle va s'incarner dans une aile gauche du bloc central autour d'Emmanuel Macron? En fait, la grande question, c'est une fois le partage des circonscriptions, comme vous le disiez, François Calfon, une fois ce partage fait, est-ce que ceux qui arrivent avec la bannière socialiste vont faire du socialisme ou est-ce qu'ils vont décliner ce programme, nouveau qui commence par la France Insoumise et qui se termine par la France Insoumise? Mais moi j'ai du respect pour la France Insoumise et du combat qu'ils ont mené, d'un combat culturel de faire dire que la gauche c'est l'extrême gauche. Et quelque part ils ont presque réussi à cela. Mais moi j'ai aussi du respect pour les électeurs. Donc j'entends tous ces gens là qui sont sur vos plateaux à défendre Jean-Luc Mélenchon dire mais on s'en fout parce que c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Et je le dis à mes amis négociateurs de la France Insoumise. On s'en fout, on va prendre les députés, on reprend notre indépendance. Moi je considère que c'est pas une bonne manière de faire de la politique. Même s'ils font du PS et non pas du LFI. Ceci étant, je vais essayer d'élever le débat parce que nos interlocuteurs nous y invitent. Oui, d'abord je suis d'accord avec Charles Sapin. Le point c'est que si la campagne a finalement un centre de gravité d'extrême gauche, les électeurs socialistes aillent directement finalement à Jean-Luc Mélenchon. Et je le dis aussi à Jean-Luc Mélenchon, il a fait un coup politique de com. Et il faut lui reconnaître ce talent-là en disant élisez-moi Premier ministre, en tordant les institutions. Mais vous savez ce que va faire Emmanuel Macron qui pour l'instant ne dit rien? Il va dire, vous voulez vraiment Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Je vous la fais la campagne. Vous voulez vraiment que nous quittions les traités, que nous soyons finalement sur les marges de l'Europe au moment de la crise ukrainienne? C'est la question qu'il va poser aux Français. C'est ce qu'il a fait dans le second tour de la présidentielle avec Marine Le Pen. Et nous aurons un double référendum en pro-Mélenchon ou plébiscite pro-Mélenchon, plébiscite pro-Macron. Et je vais le dire autrement puisque c'est le jeu de chamboule tout et de détruit tout, la politique aujourd'hui. Ce sera un référendum anti-Macron versus un référendum anti-Mélenchon. Eh bien, à ce jeu-là, je n'ai pas besoin d'être un grand prévisionniste pour vous dire qui gagnera. Et je pense que donc c'est une erreur stratégique de s'être engagé, d'avoir perdu son âme. Un certain nombre d'ailleurs de ceux qui pensent qu'ils seront députés ne le seront pas.
Pour longtemps, nous perdons des choses. Alors ensuite, à la question que vous avez posée, elle est toute simple. La question de Dorian André. Oui, c'est que est-ce que M. Macron va s'installer durablement dans le champ politique, sauf à changer les institutions? Il n'y arrivera pas, ça c'est un secret de polichinelle. Et à ce moment-là, il faut que les forces politiques qui sont à l'origine du macronisme, qui est une sorte de populisme du centre, un populisme élitaire, comme aurait dit l'un de mes amis sondeurs, si tout cela finalement se disloque sans que cela soit remplacé, eh bien la rivière reviendra dans son lit. Eh bien je souhaite que le lit de la rivière soit préservé pour que ceux de gauche qui sont allés dans le macronisme et qui nous disent tous les jours leur souffrance aussi, faut pas croire que ça se passe comme un champ de fleurs, y compris pour ceux qui sont engagés auprès d'Emmanuel Macron. Et vous parlez quoi, de territoire de progrès par exemple? Pas que, vous savez, on a des contacts, on n'est pas au moment des guerres idéologiques, on parle y compris ces ministres qui ne se retrouvent pas dans la retraite à 65 ans, ceux qui se sont engagés en 2017 auprès d'Emmanuel Macron. Oui, donc c'est territoire de progrès, donc c'est Olivier Dussopt, c'est Emmanuel Vargon. Je pense que dans un certain nombre de ministres, de personnages importants du macronisme, qui sont heureux d'être ministres ou parlementaires, ne se retrouvent pas dans cette ligne politique extrêmement droitière. Et qui suivent quand même. Vous savez, la soupe... Non, mais je vous pose la question. Puisqu'on nous invitait à relire Machiavel, la soupe est bonne. Alors maintenant, nous avons des Machiavel au petit pied ou des malgré nous du Machiavel, puisqu'ils ne l'ont pas lu, bien sûr, mais ils le pratiquent tous les jours, ça, avec une certaine, constance. Charles Sapin. Oui, alors... On peut en effet faire des plans sur la comète en disant Emmanuel Macron est à son dernier mandat, constitutionnellement. J'en suis pas complètement sûr. Il peut faire une Medvedev-Poutine avec le changement des institutions. D'ailleurs, beaucoup en parlent dans les alcôves du pouvoir. Non, mais alors, oui, on peut agiter tous les scénarios, mais constitutionnellement oblige, c'est son dernier mandat pour l'instant, sauf si en effet il réforme la Constitution et dire comme vous venez de le dire, c'est-à-dire voilà, Macron aura une fin et puis là chacun récupérera ses billes et finalement ce n'était qu'une parenthèse, c'était un peu douloureux, mais on va se retrouver à la solution ante. C'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui se pose au Parti Socialiste, mais qui se pose avec la même urgence au Parti Les Républicains. Oui. Pourquoi Anne Hidalgo est à 1,75, pas seulement parce qu'elle était nulle, aussi parce qu'il y a un problème d'identité. Quel est le paysage? ça, je suis d'accord avec vous. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la voix insolite, originale du Parti Socialiste? Qu'est-ce que ce parti a apporté? Qu'est-ce que ce parti a apporté? Il a apporté beaucoup. Qu'est-ce qu'il apporte? Mais vous parlez du passé. Vous parlez du passé, François. Non, mais vous avez raison. Mais c'est quoi? Alors, évidemment, il y a énormément de conquêtes sociales qu'on doit au Parti Socialiste. Moi, je vais vous dire quelques éléments. Oui, très bien. Laissez-moi d'abord vous répondre. Mais on voit que la social-démocratie, mais pas qu'en France d'ailleurs, au niveau européen, est arrivée un peu au bout du bout. Quelle est la nouvelle conquête sociale à apporter? Excusez-moi, mais alors là, pour le coup, autant je suis d'accord au niveau français. Mais regardez les dernières élections au Portugal où la social-démocratie a gagné. Regardez l'Espagne. Vous dites au bout du bout, mais enfin, Monsieur Scholz vient d'être élu. Là, pardon, mais la comparaison européenne que vous convoquez n'est absolument pas pertinente. Je vous le dis avec beaucoup de respect et d'amitié. Très bien. Et au-delà, si vous voulez, de cette incapacité à se renouveler, à apporter de nouvelles idées, à porter de nouvelles conquêtes sociales, c'est vrai qu'il y a un point, et on va citer une nouvelle fois Jérôme Sainte-Marie, il y a un nouveau clivage qui est en train de s'installer et qui s'installe depuis 2017. C'est-à-dire que le Parti Socialiste continue, mais comme Jean-Luc Mélenchon, vous me direz, mais continue de s'inscrire dans un clivage droite-gauche, alors qu'on voit qu'il y a une forme de mutation et qu'aujourd'hui, par exemple, le second tour de la présidentielle, c'était un bloc populaire contre un bloc élitaire. Il y a aussi cette façon de comment se situer sur l'échiquier politique et qui fait que vous avez raison que les lignes... François Calfon. Je le dis très rapidement, vous avez raison que les lignes bougent, vous avez raison qu'il y a un travail d'aggiornamento, comme on dit, à faire. Moi, je vous en donne un exemple du travail d'aggiornamento. Le Parti Socialiste doit être le parti des possibilités, le parti qui lutte contre les plafonds de verre. C'est-à-dire celui qui lutte pour une égalité réelle. Cette promesse n'est plus là. C'est-à-dire quand vous avez un Parti Socialiste qui dit un problème, une allocation, et donc un impôt derrière, plus personne ne suit le Parti Socialiste. Par contre, si vous avez un Parti Socialiste qui est le parti des opportunités réelles, d'ailleurs, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont rejoint Macron en 2017. Il faut que nous cassions les ghettos. Il faut, ça c'est l'aspect libéral du Parti Socialiste, que nous cassions les rentes. Et il faut aussi que nous assurions à ceux qui sont les écrasés, les oubliés, pour reprendre le clivage vertical que vous citez, cite Jérôme Sainte-Marie, mais beaucoup d'autres. Il faut que nous réinscrivions dans le récit français
tous ceux qui en sont exclus. J'allais dire tous ceux qui ont été même violentés. Donc ça veut dire que vous encouragez les députés, les futurs députés Parti Socialiste, je reprends ma question de tout à l'heure, à faire du socialisme et non pas du LFI. Ah bah j'espère, parce que mais ça va mieux en le disant, François Calfon. Tout le monde nous explique, vous êtes mort, il y a un syndic de faillite, il y a une fusion-acquisition, c'est comme ça que ça s'appelle, par l'entreprise chavésienne de Monsieur Mélenchon, devenez une business unit de Monsieur Mélenchon. Eh bien, j'ai un autre destin, et la gauche et la France a un autre destin. Vous dites non. Merci François Calfon, merci Dorian Dreuil, merci à Charles Sapin, merci à tous pour l'équipe de la matinale, et je salue Philippe Vandel. Bonjour.